Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre en direct avec Carole Declercq, lauréate du prix du roman Sésame 2022. Un échange au cours duquel vous pourrez bien entendu intervenir via le chat animé par Sésame, chat que vous retrouvez dans le module QR dans le bas de votre écran. Alors, Carole Declercq, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous habitez la région Rhône-Alpes, vous êtes enseignante en lettres et langues anciennes. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et les lecteurs du prix du roman Sésame ont plébiscité votre dernier roman, Les Enfants d'Ulysse, une histoire sensible et lumineuse publiée en 2021 aux éditions La Trace. Alors, peut-être pour commencer, Carole, pourriez-vous, comment dirais-je, nous faire part de votre regard, le regard que vous portez sur les prix littéraires et en particulier les prix des lecteurs à l'image du prix du roman Sésame. Avec plaisir. Alors déjà bonjour à toutes et à tous que je ne vois pas. Comme je l'ai expliqué à Lyon lorsqu'il y a eu c'est de la remise nationale du prix Sésame, c'est toujours un honneur que de recevoir un prix de lecteur. Alors évidemment, on ne mégote pas sur des prix qui sont attribués de manière plus confidentielle, évidemment, mais un prix de lecteur, c'est d'abord à la base une sélection qui voyage pendant de longs mois. Ce sont des livres qui vont devant des lecteurs et c'est quelque chose qui est gratifiant quand on devient lauréate parce qu'on ressent une reconnaissance, une forme de gratitude aussi qui est très forte, qui s'imprègne vraiment et on se dit qu'on a mérité quelque chose, voilà, pour le coup, qu'on a mérité une reconnaissance. Et ça fait plaisir, évidemment. Ça fait plaisir parce qu'en amont, le travail d'écriture sur un livre, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Donc, oui, un honneur, du plaisir et puis aussi de la joie d'aller au-devant, d'aller à la rencontre des lecteurs. C'est un bonheur, voilà, tout simplement. Merci, Carole. Alors, Les Enfants d'Ulysse, c'est une odyssée contemporaine. C'est le périple d'un frère et d'une sœur, Hamza, qui est un adolescent obstiné, ou quelque peu ombrageux, et sa jeune sœur Feriel, qui est elle un personnage solaire, qui vont quitter l'Afghanistan pour l'Europe, et plus précisément l'Autriche, où vit donc leur frère aîné. Et partis sur les routes depuis Kaboul, ils vont arriver en Grèce. Et après le démantèlement du camp d'Idoménie où ils se trouvent, un camp qui était donc situé dans le nord du pays, nous sommes en 2016, eh bien, ils vont se retrouver dans la nature comme nombre de réfugiés et en particulier de mineurs isolés. C'est dans un village de montagne qu'ils vont faire la connaissance fortuite du Déliniki, qui est une vieille dame grecque solitaire et un peu sorcière. D'après, en tous les cas, c'est ce que pensent les habitants de son village. Et cette rencontre, en réalité, va bouleverser leur destin. Alors, comme je le disais en introduction, Carole, vous avez ce roman a été publié en 2021, mais aviez-vous déjà, depuis quelques années en tête, le projet d'écrire une fiction autour du drame de la crise des réfugiés en Grèce et en Europe? Oui, parce que c'est un sujet qui est brûlant encore actuellement. Et ça m'intéressait. Je pense qu'il intéresse évidemment une majorité de la population. Donc oui, je m'y intéressais. Et souvent, quand je me mets à écrire sur un sujet, que la toile de fond soit historique ou sociologique ou d'actualité, il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic, il est parti chez moi d'un voyage en Grèce, et notamment dans la Grèce du Nord, un voyage familial, un titre privé. Volontairement, nous avions évité les chemins encombrés, les routes touristiques, pour nous diriger plutôt vers le nord de la Grèce, donc la région de Thessalonique, puis des massifs montagneux.
Et nous avions, au détour de notre périple, nous avions fait une pause dans un petit village et quelque chose m'avait marqué. Il y avait un écriteau un peu effacé, c'était écrit en anglais, mais il y avait un écriteau qui disait, grosso modo, on est tous des migrants. Voilà. Et ça a été le déclic chez moi, le point de départ. Donc, j'ai dépassé l'intérêt pour l'actualité pour m'acheminer vers le moment de la recherche qui précède toujours le moment d'écriture. Donc, cette recherche, évidemment, elle a été très académique. On a beaucoup de matériaux, de documentation hein, sur les épopées de migrants. Il y a des récits journalistiques. Il y a des documents audio, il suffit simplement d'aller sur YouTube et vous verrez à quoi ressemblait le démantèlement du camp d'Idomeni en mai 2016. Il y a aussi des récits romancés hein, donc de collègues écrivains. Mais je voulais apporter ma touche personnelle et je voulais surtout que ce soit un texte optimiste. On utilise souvent l'expression conte de fées pour parler des enfants d'Ulysse et moi j'adhère complètement, je revendique d'ailleurs la dénomination. Et vos enfants d'Ulysse, Hamza et Feriel, qui sont des personnages auxquels on s'attache très vite hein, en tant que lecteur, sont-ils surgis de votre imagination ou au contraire, pour ce faire, vous êtes-vous beaucoup documenté, peut-être avez-vous recueilli des témoignages? Et puis plus largement, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un personnage est un bon personnage? Alors, je voulais des enfants parce qu'il me semblait que c'était une patte plus molle pour initier ensuite la rencontre avec ce personnage de vieille grecque qui est plein d'expérience et de sagesse, on en reparlera certainement. Donc je voulais des enfants et je me suis plus précisément intéressée aux mineurs isolés. Il y en a eu plein. Après le démantèlement du camp d'Idomeni, beaucoup de migrants se sont évaporés, sont partis dans la nature. Ils ont refusé d'être transportés dans une autre forme de misère, dans un autre camp, voire de subir le pushback, hein, de rentrer à la maison avec une petite somme d'argent en guise de compensation. Donc, je me suis intéressée plutôt aux mineurs isolés parce que, évidemment, on a une âme d'occidentaux hein, qui s'émeut peut-être plus facilement par rapport à l'enfance et donc ça me semblait plus intéressant en termes d'arguments fictionnels à développer. Et j'ai lu aussi effectivement nombre de récits journalistiques qui retraçaient le parcours de ces, finalement on peut les appeler les enfants, hein. Certains ont 15 ou 16 ans, on utilise le terme d'adolescents, mais ce sont pour nous encore des enfants. On a beaucoup de difficultés à les imaginer perdus dans la nature, traversant plusieurs pays dangereux. Donc la question ne s'est pas vraiment posée longtemps. Voilà, ce seraient 2 enfants et ce serait un garçon et une fille, avec un garçon qui prend les devants, qui est très responsable de sa petite sœur jusqu'en Grèce, et puis la donne s'inverse complètement en Grèce, et c'est la petite qui soudain, la petite qui est très solaire, hein, qui va au-devant d'Héléniki, qui va au-devant de cette vieille femme grecque recluse, pour susciter la rencontre, l'échange. Et à ce moment, l'adolescent, Hamza, le grand frère, passe au second plan. Il est très rentré en lui-même. Il se pose beaucoup de questions sur cette vieille dame. Leur veut-elle du bien, du mal? Il ne sait trop. Et c'est la petite Feriel, 12 ans, qui va prendre les devants. Et alors, Hélénie, est-ce un personnage inspiré d'une rencontre que vous avez faite là-bas en Grèce? Alors, pas du tout. Pas du tout. Héléniki, c'est un petit peu mon cheval de bataille. J'adore susciter dans mes textes, je l'ai fait pour un autre roman, j'adore susciter des personnages plus âgés qui sont pleins de sagesse, peut-être parfois un peu de sagesse populaire, pourquoi pas, allons-y, hein, l'expression ne me fait pas peur, d'expérience. J'aime le regard que portent sur la vie les gens qui ont déjà beaucoup vécu. Dans mon histoire, quand elle débute, Héléniki a 86 ans. C'est une très vieille dame, elle vit recluse dans un massif montagneux très sauvage dans la Grèce du Nord qui s'appelle le Païko, hein. C'est un endroit presque improbable avec des châtaigniers, on dirait une forêt du Nord presque.
Il y fait très froid l'hiver, les gens y ont l'âme un peu rude, un peu sauvage. Ce sont le plus souvent des éleveurs, hein, donc un peuple de montagnards qui se satisfait de peu. Et parmi ces gens rudes, Eleniki est encore plus rude, si je puis dire. Elle fait le bilan de sa vie, elle trie les dossiers. Elle a été malade l'hiver précédent et se dit que peut-être est-ce le moment de lâcher l'affaire. Voilà. Donc elle est en train de faire les comptes et elle essaie de négocier son passage de l'autre côté, là où on ne sait pas trop ce qui nous attend. Puis ses enfants vont arriver. Et cette rencontre va bouleverser son destin à elle également. Oui, bien sûr, c'est donnant-donnant, hein, c'est une expression qu'on utilise beaucoup depuis quelque temps, mais là, pour le coup, sur le plan de l'humain, j'ai jugé que c'était très intéressant. Oui, effectivement, elle apporte aux enfants, très concrètement, hein, les lecteurs le comprennent, elle va être l'adjuvant, elle va être l'auxiliaire, hein, qui va permettre aux enfants de passer tout de même en direction de l'Autriche, là où s'attend leur grand frère, Thorage. Mais c'est aussi pour elle l'occasion d'envisager un nouvel avenir. Elle ne se tourne plus vers la mort, elle se tourne de nouveau vers la vie. C'est un renouveau, elle reprend de la force, de la vigueur physique, tout bêtement. Elle arrive de nouveau à gravir une montagne qu'elle ne parvenait plus à gravir parce qu'elle s'était affaiblie physiquement. Et c'est surtout une forme de reviviscence morale, psychologique. Cette petite fille, c'est un peu elle lorsqu'elle était bien plus jeune. Elle se revoit en Feriel. Et ce qui est une rencontre tout à fait fortuite, vous le disiez tout à l'heure, devient quelque chose d'absolument nécessaire et même de vital, en définitive. Alors, vous avez choisi pour la forme de ce roman des chapitres qui alternent les différents points de vue des personnages principaux. Est-ce que cette forme s'est imposée d'elle-même ou pas? Non. Finalement, ça s'est fait au fur et à mesure de l'écriture. Oui, oui. Alors, il y a eu un changement radical. J'ai commencé à écrire à la première personne, ce qui n'est pas quelque chose d'évident chez moi parce que j'aime beaucoup utiliser, ça vient sans doute du fait que j'ai commencé à écrire avec le roman historique, donc j'aime bien en général utiliser un point de vue omniscient. J'aime beaucoup me promener dans la tête de tous mes personnages parce que je pense que ça apporte de la richesse au texte. Et pour les enfants d'Ulysse, bien non, j'ai procédé de la manière inverse. J'ai commencé à rédiger le texte à la première personne. Donc on était dans la tête d'Eleniki et c'était tout. Et puis petit à petit, il m'a manqué à moi, à titre personnel. Je n'ai absolument pas pensé au lecteur. Quand on écrit, on pense d'abord à soi, ce que ça nous apporte. Enfin, je pense. Moi, je fonctionne comme ça. Je ne sais pas pour les collègues. Et je me suis dit qu'il me manquait quelque chose. C'était un peu sec de n'avoir que le point de vue d'Eleniki, même si c'est le personnage, à mon sens, principal du texte. Il me manquait le point de vue de la petite fille, il me manquait le point de vue du grand frère. De temps en temps, il y a aussi un peu moins, il est un peu plus en retrait, le point de vue de Milios qui est l'épicier, le factotum, hein, le maître Jacques de Castanides, le petit village d'irréductibles grecs, si je puis dire, pour qu'elle ait une expression bien connue chez nous et chez vous, en Bretagne. J'ai tout changé. J'ai écrit à Jean-Philippe Lafont, qui est mon éditeur, hein, les éditions La Trace, un super éditeur, je le dis au passage, et je lui ai dit, Jean-Philippe, voilà, accorde-moi un peu de temps, j'ai envie de changer le point de vue. Et donc, j'ai réécrit la totalité, ça se fait très facilement, hein, dès lors que vous ne touchez pas le fond. J'ai réécrit la totalité du texte. Je suis passée à la troisième personne. Il m'a semblé important d'anticiper en prévenant le lecteur et d'indiquer le nom du personnage dont on adoptait le point de vue. J'ai trouvé ça aussi intéressant dans la mesure où les deux enfants afghans, on ne peut pas dire que c'est un ensemble, hein, ils sont bien différenciés, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le point de vue de Feriel n'est pas le point de vue d'Hamza et le contraire vaut également. Alors, justement, vous évoquiez votre éditeur. Je crois que c'est la première fois que vous coopérez avec la maison d'édition La Trace. Pourriez-vous nous en dire quelques mots et peut-être nous raconter également l'itinéraire de ce manuscrit? Oui,
Alors, vous savez, la genèse d'un livre, c'est toujours très très long, hein, ça prend des mois. Déjà, il faut l'écrire, ensuite il faut le corriger, il faut échanger avec l'éditeur avant que ne paraisse le bon à tirer et que le roman puisse aller chez l'imprimeur. Voilà, donc il faut compter en général 18 mois. Donc, je suis venue à Jean-Philippe Lafont et à Florence Franc, donc qui s'occupe d'une jeune maison, je préfère utiliser le terme jeune plutôt que petite maison d'édition, qui est située dans le sud de la France. Donc, ce sont des textes avec une exigence littéraire, parfois une petite touche de poésie. Je trouve ça très bien. Donc, j'ai proposé le texte parce que j'avais lu chez eux un auteur ami qui s'appelle Tom Naughty. Et le texte a été accepté assez rapidement. Donc, ça a été évidemment une grande joie. Donc, il y a eu ensuite évidemment les allers-retours, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le texte. Et puis, il y a eu dans l'intervalle l'épidémie de coronavirus qui a différé la parution du texte. Voilà, tout a été un peu décalé. On était, souvenez-vous, hein, dans ce débat librairie, commerce essentiel ou non essentiel. Et Les Enfants d'Ulysse, c'est un titre à vous ou... Généralement, c'est plutôt la prérogative de l'éditeur, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, Les Enfants d'Ulysse, ça s'est imposé. Oui, ça s'est imposé. Je l'ai proposé comme cela à Jean-Philippe et à Florence et il a été accepté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un titre qui existe déjà. Il y a eu un roman dans les années 80 en Grèce écrit par Haris Fakinos, hein, qui s'appelait déjà Les Enfants d'Ulysse, hein, donc un roman qui a une bonne quarantaine d'années maintenant, et qui racontait le quotidien d'un groupe de résistants durant la Seconde Guerre mondiale, donc dans la Grèce continentale. Pareil, un milieu de la montagne. Je me souviens avec un personnage de femme assez emblématique et assez charismatique. Et je pense que ce roman que j'ai lu lorsque je faisais mes études, mes humanités, hein, mes études classiques, je l'ai rangé quelque part, hein, dans ma mémoire et il est ressorti à ce moment-là. J'ai jugé que le titre était vraiment pour le coup opportun. Les Enfants d'Ulysse, la Grèce, notamment, Les Enfants d'Ulysse, l'Odyssée passée dans le langage courant, le langage commun, c'est un périple semé d'embûches. Il m'a paru convenir tout à fait. Donc, ça n'a pas été difficile de trouver un titre, pour le coup. Parfois, c'est compliqué. On y passe du temps, mais pour ce roman, il s'est imposé de lui-même. Alors, vous le rappelez, vous êtes enseignante. Comment parvenez-vous à concilier ces deux activités, écrire et enseigner? On y arrive, l'écriture guide. Voilà, on trouve le temps. L'écriture, c'est une forme de nécessité. Elle nous apporte tellement on parvient à combiner les activités. Il y a le travail, il y a le fait d'être maman, il y a le fait de tenir une maison. Nous ne sommes pas des êtres éthérés comme souvent les gens le pensent, hein. On ne vit pas sur un nuage, on ne se nourrit pas de bonheur non plus. On a besoin également de nos droits d'auteur. Voilà, donc lisez, c'est important, hein. Très peu d'auteurs parviennent à vivre de leur plume. Non, on a des préoccupations très concrètes et on essaie de trouver le temps. C'est important, mais oui, ça nous apporte du bonheur. On n'écrirait pas, évidemment, mais ça nous apporte du bonheur, mais on ressent, oui, une forme de nécessité. Quand j'allume l'ordinateur pour travailler, quand je saisis mes petites notes, ça ressemble à n'importe quoi. Je ne suis pas du tout organisée à ce sujet. Ce sont des post-it étalés un peu partout. Eh bien, voilà, je sais que je vais entrer dans une bulle de plaisir. Parfois, il y a de la souffrance aussi, hein. J'étale un petit peu ma vie d'auteur, mais je pense que ça intéresse les lectrices et les lecteurs, hein. Voilà, parfois, il y a un peu de souffrance quand on n'arrive pas à écrire, quand on bute sur un passage, sur un moment difficile. Je pense, pour ceux qui ont lu le texte, à ce moment terrible que j'évoque à peu près vers les 2/3 du roman, lorsqu'Héléniki relate son enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Elle sert d'estafette entre le village et le ravitaillement dans les montagnes où sont cachés les résistants. Son frère Christos est tué et elle est violée à l'âge de 12 ans, hein, toute petite, par des soldats allemands. Elle ne voit même pas leur visage. On lui enfonce sien dans la glaise. Ça a été un passage difficile à écrire pour moi. Et c'est, je pense, dans le texte, le passage que j'ai le plus enrobé
de termes un peu poétiques, un peu allusifs. C'était presque un sas de décompression, un besoin de protection vis-à-vis de ce que je pouvais ressentir à l'idée de raconter une scène où une enfant se fait violer. Alors, vous venez d'évoquer un passage difficile à écrire, mais à contrario, y a-t-il un passage que vous avez particulièrement aimé travailler? Alors, j'ai adoré travailler les moments d'humour dans le texte. Voilà, donc pour situer un peu les lecteurs, Eleniki vit recluse à côté d'un village qu'elle aperçoit qui est à 2 kilomètres de chez elle, où elle se rend de temps en temps pour faire les courses avec sa Ford Fiesta à moitié pourrie, voire complètement pourrie. Et ce village que j'ai appelé Castanides, ça n'existe pas, mais enfin c'est un mélange de noms locaux, hein, ça pourrait exister, hein, Castanides. C'est un village d'irréductibles grecs, comme je l'appelais tout à l'heure. Donc, c'est un peu emblématique. Hein, c'est un village de Pagnol bis, hein, avec l'épicier qui sert de maître Jacques. Il dépanne tout le monde avec son téléphone, avec sa glacière, avec son épicerie de campagne, ses journaux, un de droite, un de gauche. Comme ça, tout le monde est content. Il y a aussi un petit coin café. C'est le café du commerce, hein, tous les dimanches, chacun y va de sa petite répartie. C'est un endroit où on échange, on se donne, on se rend des services. Donc ce village, il va être important aussi dans l'histoire, il va permettre d'activer, d'actionner le levier de la solidarité, ce qui n'est pas évident au départ, hein, puisque Eleniki, mon personnage de vieille grecque est une personne qui est mal vue. On la considère comme la sorcière du village. J'ai adoré travailler les moments où Eleniki est en interaction avec les habitants du village, ceux qui sont un peu étroits d'esprit, qui sont un peu bornés. J'ai imaginé notamment dans la fin du texte un passage où elle mathiasse. Alors les mathiasseuses, hein, ce sont un peu les sorcières en Grèce continentale. Et à ce sujet, j'ai eu l'occasion de lire des comptes rendus, des articles d'ethnologie tout à fait sérieux, hein, de scientifiques qui se sont rendus là-bas pour étudier d'un peu plus près les dernières sorcières de Grèce continentale. Je me suis beaucoup amusée à prendre connaissance des sorts qu'elle pouvait lancer. Très basiquement, dans les campagnes, on lance un sort sur le bétail. C'est ce qui embête le plus l'éleveur, évidemment. Hein. Mais j'ai trouvé la relation de sorts plus cocasse. Je pense à la digestion des macaronis au beurre. Empêcher la digestion des macaronis au beurre, je vous assure, c'est quelque chose d'authentique que j'ai vraiment lu dans un article plus sérieux, dans une revue scientifique. Et alors là, évidemment, la jubilation. Ce sont des scènes jubilatoires à écrire. Alors justement, ce passage des macaronis, vous pourriez nous en lire un extrait? Oh, mais avec plaisir. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, les macaronis. C'est amusant hein, de mettre comme ça une dénomination. Allons-y. Ils veulent du grand spectacle. Ils vont en avoir. Ellie est à 1 mètre de la première table maintenant. Elle voit à leur visage buté qu'il est inutile de les raisonner, de leur rappeler leur histoire, de les ramener à un bon sens populaire ou tout simplement à un peu d'humanité. Elle ne connaît qu'une chose, à cet instant qui va les faire flipper et les lui remettre dans le droit chemin en 5 secs. Elle va jouer à la grande Ellie, à celle qui fiche les pétoches, à la copine du diable et des géloudes, ces vieilles sorcières qui sucent l'âme des petits-enfants, à la devineresse malangroin du secteur, qui vous colle la bascagna sur votre maison pour 12 générations, chiens, chats, lapins compris. Ils en avaient perdu l'habitude, elle faisait partie des meubles, elle va leur rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que j'apprends, bande de cornichons? On se permet de se mêler de mes affaires, on est là à clabauder toute la journée au bistrot comme des malfaisants, et d'un coup, hop, on raconte qu'Ellie nourrit des étrangleurs de bons grecs, on veut aller à la police et tout déballer. C'est toi, Adonis, qui te mêle de mes oignons? Elle tend l'index vers lui. Alors ça, c'est terrible. Toute l'assistance a un grand geste de recul. Il y en a même 2 qui crachent discrètement par terre. « Elle Mathias, murmure quelqu'un. Elle lui a collé la ch'touille, je te parie. Il ne va plus pisser droit.
elle cherche aussitôt du regard l'impudent qui ose l'interrompre dans sa mercuriale luciférienne. Comme par hasard, c'est Polycarpos. « Etsi !» C'est comme ça, fait-elle d'un ton grandiloquent, en faisant chevauter sa voix. C'est la parole sacramentelle qui clôt un sort. Elle en voit qui se mettent à trembler pour de bon. Milios et Irina ont du mal à garder leur sérieux. Vite, vite, lancez des sorts en pagaille avant qu'ils ne lui cassent la baraque, ces deux-là. Voilà, je m'interromps là, mais la scène dure 2 ou 3 pages. Merci Carole, on ressent tout le plaisir effectivement que vous avez eu à écrire ce passage. Et à lire, voilà, à lire, à écrire, voilà, ça a été jubilatoire, comme je le disais tout à l'heure. Vous écrivez depuis longtemps, Carole? J'écris j'ai commencé à écrire en 2014, voilà, donc ça fait 8 ans maintenant. Et j'ai tellement de plaisir à lire moi-même et à lire de tout que je m'attelle à des genres différents. J'écris ce qu'on appelle de la littérature générale, mais enfin, je ne sais pas bien ce que c'est la littérature générale. Voilà. Un bon roman historique pour moi qui est très bien écrit. En définitive, c'est aussi de la littérature générale. Hein. Voilà. La littérature, c'est quand on a plaisir à lire. Souvent, il y a une base, oui, comme je le disais tout à l'heure, historique ou sociologique. Ben, j'ai besoin de contenu. Il ne m'arriverait pas de raconter ma vie, même si je pars du principe qu'on met un petit peu de soi dans ce qu'on écrit quand même. Je pense qu'on peut reconnaître un petit peu de... Oui, on peut reconnaître un peu de la personnalité d'une personne dans ses écrits, même si elle se défend de raconter sa vie. Donc l'autofiction, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas de roman familial douloureux, voilà, à relater. Je préfère raconter des histoires. J'aime bien moi-même, en tant que lectrice, être emmenée ailleurs, et je pars du principe que c'est le cas pour beaucoup de lecteurs. Donc, quand j'écris, je veux emmener le lecteur ailleurs et je veux également me transporter ailleurs. La littérature, pour vous, a une valeur refuge, est une valeur refuge selon vous, hein? Oui, oui, clairement. Oui. Surtout ces derniers temps, on l'a vu, les gens se sont mis à lire, ils se sont mis à faire des gâteaux. Ils se sont mis à bricoler, à faire du jardinage, ça c'est extra, je trouve, hein, le retour à la terre. Et ils se sont mis à lire, on n'a jamais tant lu que ces derniers temps. Je trouve ça, moi je trouve ça formidable. Lire, c'est apprendre. Lire, c'est continuer de grandir, même quand on a déjà atteint sa taille maximale. Et je pense qu'il n'y a jamais trop de littérature dans la vie d'une personne. Y a-t-il une œuvre ou un auteur qui vous aurait particulièrement donné l'envie d'écrire? Oui, beaucoup. Alors, il y a Jeanine Boissard. L'esprit de famille, je pense que ça parle au lecteur. Hein, l'esprit de famille, souvenez-vous, l'adaptation télévisuelle, je crois que c'était dans les années 80 avec le regretté Maurice Biraud. Donc, Jeanine Boissard, son esprit de famille, c'est un texte que je reprends facilement. J'ai dû le lire, je ne sais même plus. Je ne peux même plus quantifier le nombre de fois que je reprends facilement quand je ne vais pas trop bien. J'aime beaucoup les grandes fresques romanesques d'un auteur qu'on a complètement oublié et qui a eu pendant le Goncourt, c'est Henri Troyat, d'origine russe, hein, le grand Henri Troyat. Voilà, ces cycles romanesques sont absolument somptueux, c'est très bien écrit. Donc j'aime beaucoup. J'aime le roman policier historique, par exemple, le regretté Jean-François Parrot, formidable, hein, qui nous emmène ailleurs et qui nous fait voyager dans le temps. C'est absolument extraordinaire. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime les textes qui ont pour arrière-plan la Seconde Guerre mondiale, parce que ça me rappelle mon enfance, ma grand-mère, hein, qui m'a élevée, qui était une jeune adulte durant la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai un attachement particulier à cette période de l'histoire. Voilà, c'est une fracture absolument démentielle dans l'histoire de l'humanité que la Seconde Guerre mondiale, et je crois qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter qui se passent durant cette période. Voilà, donc vous voyez, la littérature pour moi, ça part dans tous les sens et c'est une bonne chose. Je n'ai pas l'impression de m'éparpiller. Très bien. Et vous avez actuellement de nouveaux projets d'écriture en cours et si c'est le cas, voulez-vous bien nous en dire quelques mots?
Avec plaisir. Donc, je ne cesse pas d'écrire, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une nécessité. Elle aide à surmonter plein de choses. J'initie avec les éditions Erol, hein, qui sont bien connues, sur la place parisienne, un cycle romanesque, une saga historique, une grande fresque qui commence en 1938 autour des événements de Munich et se terminera. Hein, il y a 4 tomes en prévision, donc c'est quelque chose qui s'écrit sur le long cours, qui se terminera en 1946 dans les ruines de l'Allemagne. Le premier tome paraîtra le 2 février. Alors, le cycle va s'appeler La saga des désobéissantes, hein, beaucoup de parcours féminins qui se croisent avec des histoires d'émancipation. Le premier tome paraîtra le 2 février 2023. Il s'intitulera Les heures insouciantes. Et le deuxième tome, Les heures hostiles, en septembre-octobre 2023. Vous voyez, les dates commencent à se caler. Donc, il y aura peu de temps entre chaque tome, hein, parce que le lecteur, en général, est assez friand. Il a besoin de la suite assez rapidement. C'est le cas me concernant quand je lis une fresque romanesque, une saga. L'écrivain n'écrit jamais assez vite. Voilà, donc on a fait le choix de ne pas laisser de délai trop important entre les tomes de la saga. On a jugé que c'était important. Et voilà, donc ça, c'est un projet d'envergure, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il y a un arrière-plan historique qui demande beaucoup de recherche. Je ne conçois pas que l'arrière-plan historique soit de l'à peu près, soit une sorte de toile de fond, un balayage à la brosse rapidement tracé. J'ai vraiment besoin de travailler sur le détail et donc je lis beaucoup. En ce moment, ça fait beaucoup rire les gens avec qui j'en discute. Je dis toujours, hein, j'ai l'impression de dormir entre Göring et Goebbels, tellement je lis de textes les concernant. C'était pas très agréable, hein, je vois votre mou. Ce n'est pas top de dormir entre Goebbels et Göring, non, non. J'ai hâte d'ailleurs d'arriver à Charles de Gaulle, hein. Je pense que ça sera quand même plus sympathique. Mais on n'y est pas encore pour l'instant, il est juste évoqué. Voilà, oui, donc il faut lire, il faut se renseigner. C'est l'à peu près n'est pas de mise quand on veut faire quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, c'est l'argument des éditions Erol pour ce texte, hein, voilà. Ce n'est pas une énième saga sur la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, le personnage principal, c'est la guerre retranscrite avec exactitude. Et autour, on va arranger le destin de ces jeunes femmes que j'ai suscitées. Il y aura Pauline, il y aura Nathalie, il y aura Adeline, il y aura Karine, donc des femmes résistantes, des femmes amoureuses, des femmes blessées, voilà, des histoires d'émancipation. Et ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de joie, de jubilation à écrire ce texte. Et avez-vous d'autres projets d'écriture avec les éditions La Trace? Alors, pas pour le moment. Pas pour le moment, mais je vais bientôt leur proposer un texte qui, je pense, pourrait correspondre à leur ligne éditoriale. Vous savez, c'est l'expression consacrée qu'on utilise, la ligne éditoriale. Voilà. J'aimerais beaucoup, oui, leur proposer un texte, mais je ne veux pas non plus m'éparpiller. Voilà, la saga me réclame beaucoup d'énergie. Sur le feu, il y a également un projet de Cosy Mystery. Hein. Donc, Cosy Mystery, en 2 mots, c'est quelque chose qui fonctionne bien en ce moment, c'est très amusant. Ce sont des enquêtes policières, mais qui ne parlent pas d'hémoglobine. Il n'y a pas trop de sang étalé, c'est assez soft de ce côté, avec un petit arrière-plan humoristique des personnages assez stéréotypés. Et donc, j'ai suscité un personnage de Cosy Mystery aux éditions City il y a 2 ans. Et la série va être reprise par les éditions Erol également. Voilà, donc ça, c'est sur le feu aussi. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de casseroles en ce moment. Hein, c'est assez Intense. mais voilà, il y a du travail, mais on donne la priorité à la saga. Voilà, c'est vraiment mon actualité littéraire. Et on imagine bien une adaptation cinématographique de vos enfants d'Ulysse. Avez-vous été approché en ce sens? Et est-ce que c'est un projet qui vous plairait? Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus?
Alors, une adaptation cinématographique, oui, bien sûr, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Souvent, les auteurs sont amenés à participer à de l'écriture scénaristique, donc c'est une autre casquette. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Non, pas pour les enfants d'Ulysse, mais je lance l'appel. Hélène a 2 questions pour vous, Carole. Hélène vous demande combien de temps par jour consacrez-vous à l'écriture? Quels sont vos rituels et dans quel contexte écrivez-vous? Oui, alors donc ça fait 3 questions, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Donc combien de temps? C'est très variable, ça dépend si je peux écrire. Je ne peux pas toujours écrire, évidemment, avec tout ce que je fais à côté, en tant que femme, en tant qu'épouse et maman. Donc c'est très variable. En revanche, quand j'ai un peu de temps devant moi, quand je sais que je peux me consacrer une journée, voilà, je peux écrire beaucoup. Beaucoup, ça peut aller à l'épuisement, donc je dois me ménager parce que j'arrive à un âge où on commence à avoir des petits soucis de santé, donc il faut faire attention aussi. Mais en général, je n'ai pas de problème de panne sèche. Et quand l'inspiration est vraiment là, oui, ça peut prendre quand même quelques heures par jour, hein. Je peux écrire facilement jusqu'à 8 heures. Voilà, ce qui est pas mal, hein, en termes de concentration. Donc à cela, il faut évidemment ajouter les moments de recherche, les moments de lecture, de documentation. Voilà, ça c'était pour le temps de travail. Mes rituels, l'endroit où je travaille, hein, je ne me trompe pas, ce sont les 2 autres questions. Alors, ça dépend, j'ai un petit bureau dans ma chambre, là en ce moment j'y suis. Mais j'aime bien aussi travailler en bas dans le séjour, regarder passer les gens. Mon mari est à la retraite depuis peu, donc c'est très sympathique également. Ça ne me dérange pas, rien ne me gêne, même un petit bruit de fond, un petit feuilleton, voilà. Ça passe. En fait, j'entre dans une sorte de bulle, hein, et donc oui, je n'entends pas ce qui se passe à côté. Des rituels, du café, surtout le matin, un petit chocolat dans l'après-midi, mes notes à proximité, mes petits papillons, là, mes post-it, et c'est tout. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si ça peut. Ouais, ça fait quelques petites manies quand même. Je lance l'appel au chocolat, hein. Hélène vous demande également si vous travaillez donc à côté de votre activité d'autrice par choix ou par nécessité. Par nécessité, clairement. Oui, oui. Alors, il est clair que, bon, je me suis mise à travailler comme tout le monde quand j'étais plus jeune, voilà, parce que c'était comme ça, parce qu'il le fallait. J'ai continué de travailler ensuite tout en élevant mes enfants. Là, je suis obligée de travailler parce que c'est une nécessité. Tout à l'heure, je l'ai évoqué brièvement, on ne vit pas de sa plume, hein. Mais pour le coup, là, vraiment, j'aimerais en vivre. Voilà. Je voudrais me consacrer entièrement à l'écriture parce que c'est du bonheur, comme je le disais, mais c'est aussi une nécessité structurelle. Ça fait partie de moi maintenant, j'en ai besoin. Ce qui était comme un jeu au départ, une sorte de gageure, de défi. Tiens, j'ai écrit un livre, ma mère le lit, oh, il est super, propose-le. Et premier contrat, ce qui était une sorte de défi est devenu quelque chose qui fait partie de moi. C'est ce qu'on vous souhaite alors, Carole. Oh, bah, écoutez, c'est très gentil. J'accepte tous les bons voeux. Alors, Florence vous dit, on comprend que vous avez des personnages fétiches comme pour les vieilles personnes sages. À l'inverse, y a-t-il des personnages qui sont difficiles à écrire? Et encore merci pour ce rendez-vous. Alors, les personnages difficiles à écrire, pas vraiment, parce que en fait, j'arrive à avoir alors pas de l'empathie, prenons bien le mot dans son sens étymologique, hein. J'arrive à me glisser, à m'incarner dans la peau je vais utiliser un gros mot si on veut, d'une ordure. Voilà. En ce moment, j'écris, vous l'avez compris, sur la Seconde Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des personnages pas très sympathiques, on est bien d'accord. Je parlais tout à l'heure notamment de Goebbels, de Göring. Donc oui, j'arrive aussi à m'incarner
incarner dans ces personnages. Donc non, je n'ai pas de difficulté particulière par rapport à des personnages qui seraient moins sympathiques, voire carrément antipathiques, parce que ça fait un petit peu partie du job. Voilà, c'est une sorte de compétence qui se développe quand vous écrivez. Vous prenez l'habitude de passer dans la peau des personnages pas sympas. Alors, évidemment, je n'ai jamais poussé le bouchon trop loin. Par exemple, je n'ai jamais écrit de polar ultra noir, de polar gore. J'ai écrit mon petit cosy mystery, c'est très soft en termes d'hémoglobine, hein, il n'y a pas d'intestin éparpillé. Je ne sais pas si je ne sais pas si, franchement, si je pourrais un jour me glisser dans la peau d'un personnage particulièrement odieux comme un serial killer, un tueur d'enfants. Je ne saurais vous dire, je n'ai pas testé. Et certains auteurs que l'on a rencontrés dans le cadre du prix du roman Sésame, on peut nous dire que parfois leurs personnages leur ont échappé. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez déjà connu, Carole? Un personnage qui m'échappe, oui, ça m'arrive même assez souvent parce que en fait, je ne contrôle rien quand j'écris. Je me laisse un peu aller. Je n'ai pas de plan de bataille ultra serré, ultra précis. Je sais que certains collègues auteurs ont des plans, ont des documents, vraiment à la limite d'organigramme avant d'écrire. Voyez, non, moi, ce n'est pas le cas. Je me laisse embarquer. En fait, je vois ma façon de fonctionner, c'est très cinématographique. On me dit d'ailleurs souvent, vous parliez de cinéma tout à l'heure, d'adaptation cinématographique, on me dit souvent que mes romans sont facilement transposables au cinéma parce qu'on voit. Les lecteurs ont l'impression de voir dans le détail des émotions, la retranscription des gestes, des moments, des attitudes, des interactions. Ils me disent, on voit vos personnages. C'est parce que je les vois moi-même. Je les vois moi-même. Donc, je fonctionne comme ça. Je vois une scène, je la retranscris. Et ensuite, elle me mène là où elle veut me mener. Et parfois, ce n'est pas là où je pensais aller au départ, quand les premiers mots ont été jetés sur le papier, si je puis dire, un papier virtuel. Très bien. Alors, si je rappelle aux participants, vous pouvez encore poser vos questions à Carole, donc, en passant par le Q et R dans le bas de votre écran. Moi, je vais vous demander, Carole, si vous seriez pour nous, alors que les vacances de la Toussaint sont déjà là, quelques conseils de lecture récentes. Vous nous avez parlé effectivement de l'œuvre d'Henri Troyat, de l'Esprit de famille, mais plus récemment, qu'avez-vous lu, Carole? Alors, les deux derniers textes que j'ai lus, alors c'est une biographie, bon, je suis désolée, je vais faire un petit peu de publicité pour mon éditeur, mais j'ai le droit, hein. Voilà, c'est une biographie de Pasteur, parue donc dans une toute nouvelle collection de chez Erol, hein. Ce sont les romans pop, les biographies pop, hein, P-O-P, hein, voilà, comme ça se prononce. La toute première a été écrite par Louise Cadeau et elle relate un moment précis de la vie de Pasteur, notre célèbre scientifique. Et c'est très décalé, c'est une façon d'écrire la biographie qui est à mon sens inédite. Alors c'est très sérieux, c'est bétonné, c'est documenté. Louise explique très bien à la fin comment elle a fonctionné. Elle a d'ailleurs donné une petite bibliographie indicative. Vraiment, hein, il y a un vrai travail de recherche, mais c'est écrit d'une façon complètement jubilatoire et anachronique. Et je vous assure que ça fait sourire, ça met de bonne humeur. Et puis, j'ai lu dernièrement aussi, alors là, dans le cadre d'une autre casquette, hein, je chapeaute je suis la présidente de jury d'un prix qui sera décerné cette année dans ma région. Et donc, je viens de lire un roman. Je ne connaissais pas cet auteur, mais je l'ai adoré. Donc, j'aimerais bien lui faire un petit coup de pub aussi. Il s'appelle Yohan Guillaume-Baché. Il est publié chez Calman Lévy.
C'est son deuxième roman et ça s'appelle La soif des bêtes. Alors j'ai bien adhéré. Alors ça parle de montagne, hein. Ça relate le quotidien sur quelques semaines d'une station de ski et c'est jubilatoire. C'est un petit peu un roman policier, c'est un petit peu un thriller, c'est aussi un peu un roman sociologique, hein. Ça nous démonte le fonctionnement d'une station de ski avec les tenants, les aboutissants financiers. C'est bien écrit et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça s'appelle La soif des bêtes. Il y a aussi un arrière-plan, un message écologique que je trouve vraiment bien fait, qui n'est pas à l'emporte-pièce pour une fois. Et c'est pas souvent, je trouve, dans les fictions, dans les romans. Voilà pour les tout derniers textes que je viens de terminer. Merci Carole pour Je vous en ces prie, suggestions de lecture. plaisir. Et puis, pour terminer, peut-être, quel conseil donneriez-vous à un écrivain en herbe, peut-être parmi nous ce midi, en quelques mots, Personne qui a envie de se lancer dans l'écriture. peut-être? Oh ben, je vais être un petit peu académique, hein. Allez-y, n'ayez pas peur. Après, c'est un chemin qui est semé d'embûches, hein. Le marché du livre est très concurrentiel, c'est énorme, hein. Au mois, c'est je ne sais plus combien de centaines de textes qui sont publiés, donc c'est très concurrentiel. Un livre, ça vit peut-être un mois chez un libraire avant d'être remplacé par un autre livre, vous voyez. Donc voilà, hein, c'est très très cher la place de camping sur sur les étals des libraires. Non, il ne faut pas avoir peur d'écrire parce que ça fait du bien déjà. Hein, ça fait du bien. C'est un besoin que l'on ressent. Donc, dès lors que c'est un besoin, dès lors que c'est une nécessité, j'en parlais longuement tout à l'heure, ben, il ne faut pas hésiter à se faire du bien, hein. Je pense que il faut penser un petit peu à soi de temps en temps. On ne peut pas toujours se positionner dans le lien avec les autres. Écrire, c'est penser à soi. Et il faut de temps en temps être un petit peu égoïste. Ça fait du bien à tout point de vue. Vous formulez vos pensées, vous les jetez. Ça fait du bien de voir les pensées formulées, écrites noir sur blanc sur du papier. C'est presque un exercice un exercice de soins psychologiques, hein. N'ayons pas peur des mots. Donc, il ne faut pas hésiter. Après, si vous voulez, je ne sais pas si vous aviez un, un sous-entendu dans la question en termes d'organisation concrète. Pas Non, spécialement. Non, non, pas non, c'était vraiment, spécialement. voilà, c'était au niveau de Expression libre. la philosophie d'écriture. Voilà, bon, je pense avoir répondu à la question. Très bien. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup pour cet échange. Encore bravo à vous pour votre prix. Alors maintenant que vous avez été en lice et remporté le prix du roman Sésame, nous allons évidemment vous suivre, hein, suivre votre actualité. Et puis j'espère que nous aurons le plaisir voilà, de se rencontrer, de nous rencontrer une autre fois. Merci également aux participants. Et puis je rappelle que la sélection 2023 est d'ores et déjà disponible sur le site donc, de www.sésame.fr et très rapidement également sur la page Facebook dédiée au prix du roman. Voilà. Carole, peut-être un petit mot Eh bien, pour terminer? oui, mais bien sûr, avec plaisir. Donc, je ne les vois pas, mais je remercie les participants. Ça fait plaisir de voir que les gens continuent de s'intéresser aux échanges autour du livre, autour de la littérature. Donc, c'est jubilatoire. J'espère vous avoir apporté quelque chose, avoir répondu à peu près convenablement aux interrogations que vous aviez. Voilà. J'ai toujours plaisir à parler de mes livres et j'espère que c'est quelque chose qui se poursuivra. Voilà. Donc, lisez et puis écrivez. Et oser. Merci encore. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.